quand on est alors à l'étranger, on voit comment le monde occidental évolue. Par exemple, un pays comme l'Allemagne, où je vois comment les politiciens changent leur pays tous les jours et s'intéressent au quotidien de leur peuple et tout. C'est ce qui m'a beaucoup plus motivée à dire que, bon, après tant d'années d'expérience en Allemagne, je me suis dit, en fait, il est temps que je m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays. Pas que ici, mais aussi essayer d'impacter, influencer la société guinéenne et tout cela, et puis surtout le développement socio-économique de notre pays. Nous sommes avec Madame Baldé Aïssatou Chérif, la présidente du mouvement Alliance pour le peuple et du changement APC. Nous allons parler des questions politiques, notamment sur la présidentielle du 28 décembre 2025. Et nous allons parler également sur l'intégration des Guinéens en Allemagne. Nous avons appris il y a quelques jours, à travers elle, que 33 Guinéens ont été rapatriés vers Conakry. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous dira. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Madame Baldé. Bonjour, merci d'être là. Merci. Vous êtes engagée en politique récemment. Vous avez créé votre mouvement qu'on appelle APC. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé en ce qui concerne la création de ce mouvement politique et vous vous engagez sur l'arène politique guinéenne? D'accord, merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu. Vous savez, je suis actuellement à Paris. J'étais venue pour participer à la conférence de l'opposant politique El Hadji Dalen Diallo à l'université de Sorbonne. Et là, donc, ça me fait plaisir de recevoir en fait un confrère aussi de Reflet Guinée, parce que en passant, je suis journaliste de profession aussi. Donc voilà, et, vous savez, la politique, pratiquement, moi, ça m'a toujours marqué, parce que c'est pas ici que j'ai commencé à faire la politique, c'est pas en Europe. Je me suis engagée déjà pour la défense en fait de l'intérêt de nos peuples depuis la Guinée en 96, où ça m'a conduit en prison, où j'ai fait pratiquement 5 mois à la maison centrale de Conakry. Et de là, je suis venue en Allemagne après ma libération et tout, donc de la prison. Donc j'ai quitté la Guinée avec une bourse d'études pour venir étudier en Allemagne, et où j'ai fait les études de sciences politiques, de journalisme pratiquement, et puis le droit. Donc, c'est pour vous dire, en fait, déjà, quand on part en prison lorsqu'on est très jeune, ça signifie déjà qu'on avait l'intérêt pour la politique, l'amour pour le pays, parce que là aussi, c'était des revendications justes, mais malheureusement, ça a été politisé, puis on nous a mis en prison pour cela. Et ça fait que, et du fait que j'ai été, ce que j'ai subi en prison à Conakry pendant ces 5 mois de détention, et puis du fait que aussi j'ai perdu la vue, enfin un œil qui ne voit plus, c'est des choses qui m'ont marqué, qui m'ont forgé, c'est-à-dire où je me suis dit, bah, écoute, nous tous, on ne peut pas quand même rester à l'écart de la politique, parce qu'on dit souvent, la politique, lorsque tu ne la fais pas, elle va te faire. Et quand on est alors à l'étranger, on voit comment le monde occidental évolue. Par exemple, un pays comme l'Allemagne, où je vois comment les politiciens changent leur pays tous les jours et s'intéressent au quotidien de leur peuple et tout. C'est ce qui m'a beaucoup plus motivée à dire que, bon, après tant d'années d'expérience en Allemagne, où je travaille depuis la fin de mes études en 2005, j'ai enseigné à l'université de Hambourg, où je travaille pour la fonction publique allemande depuis 2008, je me suis dit, en fait, il est temps que je m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays. Pas que ici, mais aussi essayer d'impacter, influencer la société guinéenne et tout cela, et puis surtout le développement socio-économique de notre pays. Donc, c'est ce qui nous a poussé l'année dernière, au mois d'août, de mettre en place notre mouvement politique, Alliance du peuple pour le changement, qui a une autre façon de voir le monde, une autre vision de la politique, parce qu'on se dit, vous savez, la politique, en fait, nous, on se dit, on l'a fait, c'est pour le peuple. On se met au service du peuple. C'est pourquoi, parce que jusque-là, on a l'impression que les partis politiques fonctionnent de façon trop élitiste. En fait, c'est l'élite qui est à la tête des partis. Et cette élite-là, il n'y a pas de pont entre eux et entre elles et puis les citoyens guinéens. Nous, on veut redonner la parole au peuple de Guinée pour essayer non seulement de le comprendre, pour essayer ensemble. Étant à l'étranger? J'en viens. Et pour essayer en fait de comprendre le peuple et pour essayer de changer les choses. Maintenant, notre mouvement est installé à Conakry. Donc, il ne se limite pas en Allemagne, donc il existe déjà à Conakry. On fait déjà des activités à Conakry, même si pour le moment, ce n'est pas facile. Et là, on est en train de se battre pour essayer d'avoir un agrément et pour être officiel et tout, parce qu'on se dit,
déjà, on ne peut pas, c'est-à-dire, on n'a pas besoin, je me dis, de forcément être sur place si on veut changer les choses. Donc, du coup, c'est que comment ça s'appelle, la frontière géographique n'a jamais été un handicap pour celui qui veut impacter ce qui se passe chez nous. C'est pas un problème d'être à l'extérieur et puis de vouloir faire de la politique, comment ça s'appelle, en Guinée. Et c'est vrai que on va essayer de rentrer, ça, moi, c'est clair. On sera sur le terrain parce que on ne fait pas la politique pour les Allemands, on fait la politique pour les Guinéens. Donc, rentrer en Guinée, ce n'est qu'une question de temps. Ça va se faire et tout. Déjà, nous sommes implantés là-bas, nous sommes sur le terrain et le reste, ça va venir. Donc, voilà en gros ce que je peux dire. Je, honnêtement, des Guinéens sont vraiment fatigués des promesses politiques. Vous le connaissez autant que moi. Quelle approche votre parti propose pour instaurer une gouvernance plus transparence lorsque vous serez, je ne dis pas lorsque vous serez aux commandes, mais lorsque vous prendrez une certaine responsabilité? Aux commandes, bien sûr. Faut le dire comme ça, ou bien parce que vous doutez, parce que je suis Mais une non, femme. non, je ne doute pas. Non, pour l'instant, Non, c'est un mais dans parti ce cas, politique. oui, mais dans ce cas, on vous dit, nous aussi, on a, c'est-à-dire notre ambition première, c'est de diriger la Guinée, c'est Ok, d'être aux commandes en Guinée. ok. Même étant femme, oui, c'est ça, parce qu'il est temps. Je me dis, les responsabilités que les femmes doivent avoir dans notre pays, malheureusement, on nous sous-estime. Hein. C'est pourquoi elles sont sous-représentées même au sein de la fonction publique. Et pourtant, le levier de développement économique de tout pays repose sur la femme d'abord. C'est ce que les gens oublient. On néglige ce facteur-là. Et nous, on veut essayer de relever ce défi. Donc, en tant que femme, on est prêt. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je me dis, il est temps qu'on s'engage, qu'on essaie c'est-à-dire de casser ce mythe-là, de penser que la politique, il n'y a que les hommes en Guinée qui sont aptes à la faire, qui sont aptes à commander la Guinée, qui sont aptes à diriger la Guinée. Donc, maintenant, pour revenir à votre question, notre mode de gouvernance, c'est-à-dire, déjà, nous, on se dit, on se bat pour qu'il y ait de la transparence, comme je l'ai dit, pour qu'on essaie qu'il y ait un lien entre le peuple et nous. Parce que lorsque tu veux faire de la politique, tu n'es pas imprégné du quotidien de ton peuple. Une fois au sommet, c'est que comment ça s'appelle, tu vas essayer de perdre complètement ce lien-là, parce que de toutes les façons, tu ne l'as pas eu. Tu ne seras pas imprégné des réalités de ton peuple. Et malheureusement, en Afrique, on a tendance, une fois au pouvoir, tu t'entoures de personnes qui essaient de te pousser à avoir ce qu'on appelle la maladie du pouvoir, c'est-à-dire la maladie d'Urbus. Ça signifie on, on essaie de t'entourer, c'est-à-dire de te mettre dans un cocon où tu ne sais plus ce qui se passe en bas de l'échelle, de la pyramide. Toi, tu es au sommet, on vient te gaver d'informations qui sont fausses, qui sont infondées. C'est ce qui, par exemple, s'est passé, vous voyez ce qui s'est passé au Madagascar ce week-end. Tu es coupé des réalités du pays, le peuple souffre, mais toi-même, parce qu'on te donne d'autres informations. Et nous, on ne veut pas cela. C'est pourquoi on se dit, dans ce mouvement-là d'ailleurs, tous les gens qui veulent adhérer, on leur demande d'abord de lire le projet de société. C'est quoi votre projet de société? Notre projet, En quelques lignes? Notre projet de société, c'est un projet de société qui est au service du peuple, c'est-à-dire axé sur l'économie, surtout sur la croissance économique, qui est le plié en fait, de l'économie et tout, parce que quand il y a la croissance, si elle est inclusive, ça signifie qu'il y a, ça crée de l'emploi. Quand il y a l'emploi, c'est que les gens, ça augmente le pouvoir d'achat. Quand il y a le pouvoir d'achat, le peuple est paisible, le peuple est tranquille, il y a moins de frustration parce que là, je dispose de l'argent pour pouvoir vivre, pas survivre. Donc, en quelques mots, c'est ça notre projet de société, entre autres. Il y a bien évidemment d'autres volets. L'éducation, qui est un secteur important pour nous, et surtout aussi l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, l'énergie, l'industrialisation, bref, j'en passe. Et on a tout cela. La corruption, en tout cas, reste un fléau majeur chez nos concitoyens, notamment les hommes les plus riches ou l'État également. Quelle approche vous allez proposer pour une transparence? Oui, vous savez, d'abord, pour lutter contre la corruption, il faut faire preuve d'exemplarité. On ne peut pas lutter contre la corruption si on ne fait pas preuve d'exemplarité. Ça commence d'abord là. Quand tu regardes la manière dont nos États sont gérés, la corruption n'est pas propre seulement qu'à la Guinée ou à l'Afrique. C'est même l'Allemagne où je vis, il y a la corruption. Donc, mais qu'est-ce qui nous différencie des autres? C'est parce que nous, en fait, il est devenu endémique. Elle est devenue endémique, la corruption, elle est devenue une sorte de gangrène parce que toute personne qui est là ne pense pas qu'en fait cet argent que je suis en train de détourner là, c'est un fonds public destiné par exemple à faire développer mon pays. Donc c'est parce que les gens n'ont pas encore, comment ça s'appelle, même s'ils ont cette compréhension là,
ils refusent en fait de l'admettre. En fait, pourquoi? Parce que la justice n'existe pas chez nous. Parce que imaginez-vous, je pense ici à Rawlings, lorsqu'il est venu au pouvoir, il y avait aussi la corruption au Ghana. C'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai interviewé. Il s'est dit que toute personne qui va voler ira en prison, même son entourage. Il a commencé par cela. Ça a fait peur au peuple ghanéen. Les gens ont compris qu'il était au sérieux. Et imaginez-vous, si tous les présidents en Guinée faisaient pareil, si mon parent, il vole, c'est pas parce qu'il est mon parent, il est au-dessus de la loi. Je dois appliquer la loi, c'est-à-dire à la lettre, parce qu'on a toutes les belles lois en Guinée. Ce qui pose problème, c'est leur applicabilité. Lorsque je détourne de l'argent, non seulement on me punit selon la loi, c'est-à-dire je rembourse et tout cela, ça va servir d'exemple. Donc, et moi, par exemple, je suis à la tête de l'État guinéen, je dois pas, d'abord, quand je viens, il faut que j'essaie de déclarer les biens que j'ai, normalement, avant d'être à la tête de l'État. Mais chez nous, qui déclare ses biens? Et c'est quand maintenant j'arrive à la tête de l'État que j'arrive, je construis des maisons et pourtant c'est avec l'argent du contribuable, mais on tolère. Donc il faut d'abord, comme je l'ai dit, non seulement il faut essayer de servir d'exemple, il faut faire preuve d'exemplarité pour lutter contre la corruption, et deuxièmement, il faut appliquer la loi à la lettre. Parce qu'on a des lois qui interdisent la corruption. Et si elles sont appliquées sur les gens qui volent, qui pillent nos ressources, c'est qu'on aura assez de ressources pour pouvoir développer notre pays. Oui, mais la jeunesse guinéenne est âgée aujourd'hui de moins de 25 ans, une bonne partie est âgée de moins de 25 ans, mais elle fait face à un chômage très élevé et elle n'a même pas de perspective en quelque sorte. Que comptez-vous faire dans le cadre économique pour relever ce défi? Oui, vous savez, moi, je travaille pour l'Agence fédérale de l'emploi en Allemagne. J'ai au moins plus de 18 ans d'expérience. Donc, tout ce qui a à voir avec le chômage, les stratégies de lutte contre le chômage, pratiquement, c'est mon domaine. Donc, l'Allemagne, qu'est-ce qui fait que l'Allemagne, par exemple, le chômage au niveau des jeunes, c'est-à-dire le niveau est très bas parce qu'ils ont mis un système en place où très tôt déjà, à l'âge de 18 ans, on oriente les jeunes et comment ça s'appelle, qui ne veulent pas aller faire des études universitaires, à faire tout de suite là des études, c'est-à-dire des formations, comment ça s'appelle, pratiques et théoriques. Donc, c'est-à-dire, on les accompagne. Il y a des agences spécialisées, c'est-à-dire que l'État a mis en place, qui sont spécialisées sur ces jeunes-là, qui les accompagnent et tout. Ils ont toutes sortes de possibilités de faire toutes sortes de formations. Donc, on les prépare à cela. Et ça nous manque en Guinée, par exemple. Nous, on se dit en Guinée, c'est-à-dire, chacun veut aller à l'université, mais tout le monde ne doit pas être à l'université. On a besoin surtout des enseignements techniques, des enseignements pratiques pour relever le défi, c'est-à-dire du chômage et tout cela. Et là, naturellement, il faut créer du travail. Il faut créer du travail. Créer du travail, c'est quoi? D'abord, il faut que l'État essaie comment ça s'appelle, de permettre, par exemple, les petites et moyennes entreprises de prospérer dans notre pays. Parce que c'est de là viendra le décollage économique de la Guinée. Donc, et ça dit, on a ça dans notre projet de société, comment essayer de permettre aux PME et PMI d'être vraiment non seulement le levier économique de la Guinée, de permettre à la jeunesse d'avoir de l'emploi, parce que l'État ne peut pas employer tout le monde, c'est clair, mais comme l'État ne peut pas employer tout le monde, il faut créer les conditions nécessaires pour permettre aux gens, c'est-à-dire aux jeunes Guinéens d'être entrepreneurs, d'entreprendre aussi, mais et surtout de permettre à ceux qui entreprennent d'avoir facilement accès au crédit, c'est-à-dire des fonds nécessaires pour pouvoir essayer de faire asseoir leur entreprise. Et tout ça, ça nous manque parce qu'il n'y a pas de suivi. Encore une fois, il n'y a pas de suivi et tout. Le plus souvent, il y a des fonds que l'État décaisse, mais ces fonds, malheureusement, n'arrivent pas à destination pour essayer d'endiguer le chômage et tout, permettre aux jeunes d'avoir, comment ça s'appelle, tout de suite la possibilité d'être bien formés, parce que les centres de formation technique nous manquent beaucoup. Il n'y en a pas assez. Il faut commencer par ça. Et puis, l'éducation de base, elle doit être aussi solide parce qu'il faut comprendre que l'éducation publique, c'est malheureusement comment ça s'appelle, il y a trop d'handicap à ce niveau. Donc, c'est parce que tout ça là, c'est lié en fait. Parce que si l'étude de base manque, même si on crée des centres de formation, ce sera difficile pour nos jeunes Guinéens d'être compétitifs. Donc, il faut les amener à être compétitifs, à une éducation de pointe. Et quand on crée ces conditions-là, on permet aux PME et PME d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir, comment ça s'appelle, d'expanser et tout, ils emploient. Quand ils emploient, c'est clair que on essaie de permettre aux jeunes de trouver, après dès que tu termines ta formation technique, il y a une entreprise qui est déjà là, qui est prête à te prendre, par exemple. Donc, quand c'est comme ça, c'est qu'on limite le chômage et tout. Et ça, nous, c'est sur ça on va miser.
comment votre mouvement entend renforcer la cohésion sociale et garantir notamment la représentation équitable au sein des composantes du pays, parce que c'est un facteur très majeur en tout cas dans notre pays. D'abord, pour commencer, moi, je me dis, on n'a pas un problème de cohésion sociale dans notre pays. C'est qu'il faut comprendre que la problématique, par exemple, d'unité nationale dont on parle à chaque fois ou de paix, mais c'est quelque chose c'est-à-dire le fond est biaisé. Le fond est biaisé en ce sens que le peuple de Guinée ne se fait pas la guerre, là. Nous ne sommes pas en conflit. Il n'y a pas un conflit en terre en Guinée. Pourquoi parler de paix? Et s'il n'y a pas de conflit, il n'y a jamais de conflit en Guinée. C'est qu'il faut essayer de mettre les choses dans leur contexte. Ceux qui sont là ont besoin d'alimenter ce genre de termes pour essayer de manipuler le peuple, pour le faire comprendre. Vous avez un problème entre vous, mais on n'a pas un problème entre nous. Parce que personnellement, je suis de la communauté Alipoulard, mais je n'ai pas de problème avec la communauté Manding. Là, pourquoi devrais-je en avoir? Le sérieux, le problème, c'est quoi? Nous, on compte relever ce défi-là par la bonne gouvernance. Croyez-moi, lorsque le peuple de Guinée aura accès, comment ça s'appelle, une éducation de pointe, il aura accès à des centres de santé dignes de son nom. Nos hôpitaux vont cesser d'être des mouroirs. Quand je suis malade, je suis soignée. J'ai une prise en charge par l'État parce que l'argent, il y en a en Guinée, on a cette possibilité-là. C'est-à-dire, je mange à ma faim. On essaie de réduire, par exemple, la pénibilité de la femme dans le milieu rural, la pénibilité des paysans, par exemple, on essaie de les accompagner, permettre à la Guinée d'avoir ce qu'on appelle une autosuffisance alimentaire parce qu'on a les moyens. Il faut comprendre, c'est une stratégie de manipulation du peuple pour l'endormir, en fait. C'est très dommage pour notre pays, mais on n'est pas en guerre là. Les élections, c'est dans 2 mois. C'est le 28 décembre 2025. Quelle est votre position par rapport aux élections? Est-ce que vous allez candidater ou bien est-ce que vous allez accompagner un candidat? Pour le moment, vous savez, on ne va pas être candidat. Ça, on a la possibilité peut-être de poser une candidature indépendante parce que selon leur constitution, c'est possible. Mais nous sommes dans une position, notre position, elle est claire, elle ne fait pas preuve d'ambiguïté. On ne peut pas se permettre de participer à une élection pour légitimer quelqu'un qui a parjuré. Et supposons que, parce que pour le moment, il n'a pas annoncé sa candidature, Mamadi Doumbouya, il est venu, il a prêté serment en disant que ni lui, ni un membre de son gouvernement ou du CNRD ne sera candidat aux élections. Ça a pris 4 ans avant qu'on ne parle d'élections, avec beaucoup de violations graves des droits de l'homme, des kidnappings où des journalistes sont enlevés. Moi, je suis journaliste, donc accrédité en plus en Allemagne. Donc, je ne peux pas me permettre, par exemple, de feindre, d'aller légitimer quelqu'un, malheureusement, qui n'a pas respecté sa parole. Vous savez, dans un état normal, le parjure est puni, parce que c'est un mensonge d'État. Le mensonge d'État, normalement, on peut intenter un procès contre un président de la République. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte alors contre ça? Ou vous attendez à ce qu'il pose sa candidature et vous intentez un procès contre lui? Vous savez, lorsque déjà la justice est inféodée, lorsque les juges sont inféodés, ça sert à quoi de porter plainte? C'est ça le problème. Donc, pour le moment, vous-même, vous savez pertinemment que lorsque je porte plainte contre Mamadi, qui va même d'abord oser accepter cette plainte-là? Parce que nous vivons dans un état de terreur. Pour l'instant, vous n'avez pas essayé. Il faut essayer pour savoir est-ce que c'est recevable ou non. Non, on voit déjà ce qui se passe. Donc, pour revenir à votre question, si nous sommes candidats, on ne sera pas, parce qu'encore une fois, on ne va pas essayer d'accompagner quelqu'un, pour nous, à notre avis, qui n'est pas apte à gérer la Guinée, de par son attitude déjà, après son comportement et ses actes et actions posées depuis 4 ans. Alors, est-ce que vous allez accompagner quelqu'un un candidat, qu'il soit un parti politique ou une candidature indépendante? On a vu déjà, on a essayé de voir la liste des partis politiques. Je crois qu'il y a 50 partis politiques, c'est quand même terrible. Quand je pense que parmi tous ces partis politiques-là, pratiquement quand ils regardent, personne n'a une base électorale solide. Les grands partis politiques qui ont vraiment des bases électorales solides ont été suspendus. Donc, pour nous, on ne va accompagner aucun parti politique. Personne, parce que le faire encore, c'est encore une fois, c'est donner le cutus à Mamadi Doumbouya de se pérenniser au pouvoir, et ça, on ne le fera pas. Alors, c'est ma dernière question en tant que femme à la tête d'un parti politique. Majoritairement, en tout cas en Guinée, on sait que les partis politiques sont généralement gérés par les hommes. Quel message voulez-vous envoyer à la classe politique guinéenne?
Bon, en tout cas, ils n'ont qu'à s'attendre à une nouvelle donne, c'est-à-dire, je suis femme, c'est vrai, je suis consciente des enjeux, je suis consciente aussi des problèmes que je peux avoir, parce qu'en Guinée, une femme qui est instruite, une femme qui peut-être qui veut aussi se lancer en politique, ça dérange. Ça, je le sais. J'en ai fait à mes dépens plusieurs années, je sais. Je suis quelqu'un qui observe, qui écrit, qui parle. Je suis politologue et tout. Je sais comment les partis politiques fonctionnent en Guinée. D'ailleurs, c'est mon domaine. Et donc, ils n'ont qu'à s'attendre, en tout cas, à une femme qui est là, bien évidemment, pour travailler avec toutes les personnes, tous les partis politiques qui défendent les mêmes valeurs que nous. Et qui compte aussi gouverner la Guinée, qui s'attend à cela et tout, qui est prête à relever ce défi-là, malgré que ce n'est pas facile d'être acceptée en tant que femme, en tant que politique en Guinée.